Donc aujourd'hui, nous allons présenter avec Olivia Cohen, qui est responsable des partenariats chez Altaroc, et puis également Claire Pessard, qui est responsable qui est directrice des reporting chez Altaroc, pour aller plus en détail sur des stratégies des gérants sélectionnés par Altaroc. Alors, tout d'abord, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, Evest, c'est quoi? Evest, c'est particulièrement dédié aux femmes, même si aujourd'hui, quand on parle du private equity, on ne s'adresse pas simplement aux femmes, mais à tous ceux qui veulent vraiment investir sur des stratégies performantes de long terme. Evest est agréé par l'autorité de marché financier et par l'ORIAS en tant que conseiller en investissement financier. L'idée, c'est quoi? C'est simplement de partir d'un constat qu'aujourd'hui, simplement 29% des femmes estiment se connaître en investissement. Et nous, notre pari, c'est quoi? C'est de vous accompagner, de vous former à l'investissement, de partager ensemble grâce à une communauté qui s'appelle Evest Plus pour un retour d'expérience et également de répondre à vos besoins financiers en sélectionnant les meilleures stratégies d'investissement qui répondent à tous les besoins et cela également au meilleur prix. Donc, on a deux offres, une plateforme digitale d'épargne pour redonner confiance et également la communauté Evest Plus. Alors, donc, dans nos solutions d'épargne, on offre de l'assurance vie, du plan d'épargne retraite, des plans d'épargne en action, également donc du private equity et des club deals. Evest Plus, c'est donc le cercle, c'est une communauté, c'est un réseau bienveillant pour un cercle d'excellence. On organise donc des ateliers divers sur des sujets du monde financier, mais pas simplement que de l'investissement, ça va aller beaucoup plus loin, ça peut aller sur la carrière, le leadership ou encore la famille. On organise des formations en ligne avec des modules interactifs. Il y a cet aspect de communauté et puis on a un réseau d'experts que nous avons sélectionné avec un accès direct à des fiscalistes, des notaires, des coachs, des avocats, des financiers pour vraiment obtenir ce bien-être patrimonial et bien-être extra-financier aussi, comme je l'ai dit. On offre également un bilan patrimonial à chaque membre d'Evest Plus. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder, pour celles qui ne sont pas encore membres d'Evest Plus, de pouvoir s'inscrire. On a 3 mois d'abonnement offert pour les personnes qui ne sont pas encore membres. Et puis, pour les nouveaux membres, vous pouvez accéder à votre guide de l'épargne, qui est un guide très instructif, très simple, qui explique vraiment comment finalement orienter son épargne sans le jargon qui va avec. Alors, aujourd'hui, on va rentrer plus vif dans le vif du sujet, qui est le private equity. Pourquoi on vous en parle chez Evest? Pourquoi nous, on a choisi, parmi toutes les options d'épargne, de parler du private equity? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, seulement 4600 entreprises, à peu près moins de 5000 entreprises sont cotées en bourse aux États-Unis, alors que nous parlons de 33 millions de sociétés qui sont non cotées. Donc, le private equity, c'est vraiment l'ensemble des investissements des entreprises privées, c'est-à-dire qui ne sont pas encore introduites en bourse et qui vont créer de la valeur via de la croissance, de la restructuration, de l'optimisation. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés cotées qui préfèrent finalement ne pas être cotées. Ça, je pense qu'on en parlera un peu plus avec Olivia, mais si on veut vraiment prendre un pari d'être investi dans l'économie, le non-coté représente 99% en fait de l'économie réelle. D'accord? Donc ça, c'est très important, ça nous paraît vraiment significatif de prendre finalement donc part dans le private equity pour être investi dans l'économie réelle. Alors,
souvent, on se pose la question, mais alors, le VC, c'est quoi par rapport à du private equity? Quelle est la différence? Donc, très simplement, donc, le private equity, le venture capital, c'est un sous-ensemble en fait, du private equity qui va investir dans des startups. C'est généralement à haut risque et ils prennent des parts plutôt minoritaires de 10 à 30%. L'idée, c'est vraiment d'aller pour une croissance rapide. On a différentes séries, le seed, les séries A, qui vont finalement arriver à différents stades d'accompagnement d'une startup. Le private equity, ça va cibler des entreprises qui sont plus matures, qui peuvent être en restructuration, où là, l'investissement se fait généralement par un contrôle majoritaire. Et donc, dans les tendances récentes, donc je l'ai expliqué, donc on voit une baisse des introductions en bourse parce que finalement, les financements privés, le private equity, prend un rôle de plus en plus important et se démocratise, qui était autrefois réservé aux institutionnels, et ça se démocratise pour aller de plus en plus vers le wealth et maintenant vers le retail. On a énormément différentes stratégies de non-cotés, de private equity, avec différents risques, du plus faible au plus élevé. Quand on parle de faible, on va retrouver plutôt des stratégies d'infrastructure qui investissent plutôt dans des actifs essentiels comme les routes, les aéroports, mais qui vont avoir des rendements plutôt moyens. C'est souvent investi par des gros instituts. Le real estate, le private equity, qui est private equity de real estate, là, on va avoir des rendements plutôt faibles et moyens, avec plutôt un risque aussi qui est plus bas, jusqu'à finalement le VC, qui est ou le retournement des investissements distressés, qui va être plus élevé, où là, dans le distress, on investit en fait dans des entreprises qui vont être en difficulté, avec l'idée, c'est de les restructurer, de les redresser pour les revendre. Et là, on peut avoir un rendement très, très élevé. Si je fais ce dont on entend parler le plus en private equity, Olivia va le développer plus en détail, c'est le growth, le buyout et le LBO. Le growth equity, c'est investir en fait dans des entreprises qui sont généralement déjà assez rentables pour financer leur expansion. D'accord? Donc, c'est growth, c'est croissance. On va investir dans des sociétés en croissance pour financer leur expansion et les aider à se développer dans de nouveaux marchés. Le buyout, ça consiste à acquérir une participation qui est majoritaire généralement dans des entreprises qui sont plutôt matures et on va les aider dans leur opération et dans leur stratégie. C'est généralement des entreprises qui sont déjà établies et qui vont ensuite pouvoir, l'idée du buy-out, c'est quand même de faire une sortie. Ensuite, une autre stratégie dont on entend beaucoup parler, c'est le LBO, Leverage Buyout. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement acquérir une entreprise qui va être financée majoritairement par de la dette. C'est-à-dire que d'un côté, je vais m'endetter autour de 60 à 80% pour investir en même temps sur l'entreprise qui va être remboursée par la trésorerie. Et là, ça va me permettre de faire un effet de levier supplémentaire. C'est généralement des stratégies que l'on voit souvent dans des fonds de private equity. La cible, c'est quand même des entreprises qui sont plutôt rentables. Donc là, par exemple, un exemple, c'est j'acquéris une usine pour 10 millions d'euros avec 70% de dette que je vais revendre plus tard avec des profits autour de 15 millions et j'aurai réussi à faire un TRI assez intéressant. Le rôle de gérant, donc le gérant, on appelle ça le GPs, va lever des fonds auprès des LPs, donc les investisseurs, les limited partners, souvent des fonds de pension, mais bon, là maintenant on démocratise. Il va sélectionner des entreprises, c'est ce qu'on appelle son sourcing,
Il va gérer les investissements et il va accompagner donc les investissements jusqu'à la sortie. Et il peut vraiment avoir un rôle actif dans l'entreprise. La durée d'un investissement, c'est généralement 5 à 10 ans. Et un gérant va se rémunérer bien sûr sur des frais de gestion et également sa performance qu'on appelle souvent le carry interest, qui va être calculé. Je pense que Olivia le développera un petit peu plus. Ça varie en fait selon les gérants. Donc voilà les 3 grandes stratégies: start-up, VC, buyout, donc contrôle majoritaire sur des entreprises matures. Donc on voit les différents risques. Le VC, bien sûr, venture capital et les stratégies les plus risquées. On voit souvent, par exemple, une appli de santé, une nouvelle technologie qui se développe. Et puis, le LBO, qui est l'achat avec de la dette, qui est un risque plutôt moyen à élevé. Le buyout étant peut-être celui qui a le risque le moins important dans du private equity. Les critères d'investissement vont être assez divers et variés. Les gérants vont regarder, bien sûr, les types d'entreprises, les métriques financières de chaque entreprise. On va parler d'EBITDA, flux de trésorerie, cash flow. Je pense que ça mériterait peut-être un cours en lui-même, mais bon, j'en parle très rapidement dans 2 minutes. L'équipe de direction, si l'équipe est solide, ils ont mis en place des plans stratégiques. Quel est le potentiel de création de valeur dans mon entreprise? Et bien sûr, toujours avec un objectif de stratégie de sortie. C'est-à-dire que quand j'investis en tant que private equity, mon intérêt, il va générer bien sûr du rendement, mais comment je vais pouvoir valoriser mon entreprise pour la revendre et générer de la valeur ajoutée, puisqu'un investisseur, il va rester investi longtemps en capital avec l'idée de faire finalement un cash out assez important. Quelles sont les exigences en capital? Et puis, bien sûr, tout ce qui est positionnement concurrentiel de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va pouvoir réaliser finalement… Ah, d'accord. Ok. Pardon, Ouais. je mets en mute. Alors, du coup, c'est un petit peu perturbé. Voilà. Alors, peut-être une définition utile. Vous allez entendre parler beaucoup d'EBITDA. Qu'est-ce que c'est que l'EBITDA? Pour ceux qui… C'est tout simplement le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. C'est en fait un indicateur de la performance financière de l'entreprise qui va permettre d'évaluer en fait si l'entreprise elle est rentable au niveau de ses opérations. D'accord? Si on veut simplifier, on dit tout simplement que c'est le revenu, donc ce que je vais générer comme revenu en chiffre d'affaires, moins mon coût, moins mes dépenses opérationnelles. D'accord? Et c'est effectivement, si je prends un exemple d'un restaurant qui a 600 000 euros de vente et qui va avoir 200 000 euros de coût de marchandises et 150 000 euros de frais opérationnels, je vais pouvoir me dire que finalement, son EBITDA, c'est 600, moins 200, moins 150, c'est à peu près 250 000 euros. Cela montre qu'en fait, mon restaurant, il génère 250 000 euros de profit opérationnel avant de passer finalement aux impôts. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui est très regardé par les gérants de private equity. On parle beaucoup d'EBITDA. Comment on va mesurer le succès d'un impôt? Au niveau des métriques, vous allez entendre parler beaucoup de donc quelques définitions de l'IRR, c'est donc le taux de rendement interne. Ça va être en fait combien mon investissement va être la rentabilité sur un investissement annualisé. Je prends un exemple, j'investis 100 000 euros et j'ai un retour de 30 000 euros par an. Eh bien, mon AER sur 3 ans, il est à peu près de 11,5. D'accord? C'est ma rentabilité en annualisé.
On parle aussi beaucoup de distribution to paid in. C'est un fonds de private equity va vous donner des distributions chaque année. Et là, on va mesurer en fait combien donc je reçois de coupons par rapport à mon investissement. C'est les distribution to pay in. Ensuite, quelque chose qui est aussi important, c'est total value to pay in. C'est là, je prends en compte mes distributions et la valeur résiduelle du capital qui me reste à être investi. Donc, par exemple, encore une fois, j'ai 60 000 € qui sont distribués et j'ai encore 50 000 € de résiduel de mon capital sur 100 000 € d'investi. Ça me fait un rapport de 1,1 par rapport à mon investissement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être regardé pour savoir si ma valorisation, bien sûr, plus j'augmente mon ratio, plus c'est intéressant. Ça montre que finalement, j'arrive à avoir et du rendement et une valeur du capital qui augmente. Et puis, très clairement, ce qu'on regarde, c'est le multiple investi du capital, qui est le MOIC. C'est qu'est-ce que va la valeur totale retourner sur mon capital investi. Donc là, c'est à la fin de l'investissement, combien je reçois. Donc, par exemple, j'ai investi 100 000 et je reçois 150 000, et ben mon MOIC, c'est 1,5. Voilà, donc là, c'est vraiment pour vous donner des petites bases. Et ensuite, maintenant, avant de passer vraiment à la présentation d'Altaroc, comment on considère le private equity dans son patrimoine? Jusqu'à présent, le private equity a une place très, très faible dans le patrimoine des particuliers, puisqu'il est quasiment absent chez les retail. Chez le wealth, on a peut-être 2 ou 3%. Et on estime que finalement, il a une place clé à avoir dans son patrimoine et très clairement, entre 5 et 10% de son patrimoine, avoir du private equity fait complètement sens. Et je te laisse continuer. Oui, bien sûr. Alors, merci encore une fois, Anne-Laure, parce que tu as bien avancé sur mon travail. Et sur la classe d'actifs que j'allais présenter, mais je pense que là, pour le coup, grâce à Anne-Laure, je pense que ça vous paraît clair, que ce soit au niveau des segments et du risque. Donc, on va parler effectivement d'Altaroc. Alors, Altaroc, c'est quoi? Altaroc, en fait, c'est un fonds de private equity. Donc, l'idée d'Altaroc, en fait, c'est de donner accès à un portefeuille clé en main constitué pour 80% du portefeuille des 5 à 6 meilleurs gérants de fonds mondiaux de private equity qui sont de qualité institutionnelle, donc comme l'a dit Anne-Laure, qui sont normalement destinés à des fonds de pension, à des caisses de retraite, à des mutuelles, à des banques pour leurs fonds propres, dont les tickets d'entrée sont normalement de 20-30 millions au minimum. Et j'ai envie de dire, même si vous aviez ces 30 millions, il vous serait très difficile, voire impossible, de rentrer chez ces gérants de fonds parce qu'ils sont sursouscrits. Il n'y a pas de place pour rentrer chez eux. Voilà. Et donc, l'idée d'Altaroc, c'est de donner accès à du private equity institutionnel à partir de 100 000 €, fractionné sur 5 ans, soit 20 000 € par année à date et quantum fixe pour un client privé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre force aujourd'hui. On a été les précurseurs là-dessus, à savoir de démocratiser ou rendre plus accessible le private equity institutionnel à partir de 100 000 € à des clients privés, et ce, avec des appels de fonds à date et quantum fixe pour une gestion de trésorerie optimisée. Maintenant, la genèse d'Altaroc, elle est assez belle. Je trouve que c'est une belle histoire. Elle a été créée par deux figures emblématiques du private equity, Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Maurice Chéniaud étant le pionnier du private equity en Europe. C'est lui qui a inventé les codes de l'industrie il y a plus de 50 ans. C'est le pape du private equity. En fait, après avoir fait HEC et Harvard il y a 50 ans, déjà il y avait très peu de personnes qui faisaient HEC et Harvard il y a 50 ans, il a décidé de fonder avec deux anciens collègues, Alan Patrikoff et Ronald Cohen, un fonds private equity qui s'appelle Apax Partners, qui est devenu par la suite l'un des plus gros fonds de LBO mondial.
Il a créé également en 1991 Altamir, une société cotée en bourse qui vaut aujourd'hui environ 1,5 milliard. Et lui, il en détient les 2 tiers. L'autre tiers est détenu par des particuliers et des institutionnels. Et il était déjà effectivement très précurseur par rapport à son époque, puisqu'il voulait déjà, avec Altamir, donner accès au private equity institutionnel à des clients privés à travers la bourse. Ça a très bien fonctionné, et ça fonctionne toujours très bien d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsque Frédéric Stollard lui a proposé de créer Altaroc, en fait, ça a fait écho en lui. Il s'est dit qu'Altaroc, c'était la succession d'Altamir et qu'il avait envie de continuer ce qu'il avait déjà entrepris 30 ans auparavant, mais cette fois-ci, non pas à travers la bourse, mais en direct. Frédéric Stollard, donc, qui est le 2e managing partner, lui, a 35 ans d'expérience en PE. PE, c'est pour dire private equity, pardon. Il a été, entre autres, il a une très grande carrière et très connu également dans le private equity. Il a été, entre autres, le patron de fonds de Sagard, un fonds qu'il a co-créé aux côtés de la famille Desmarais et la famille Albert Frère. Et donc, chez Sagard, il investissait dans des ETI françaises ou francophones pour les faire changer de braquet, pour faire devenir une société régionale, nationale, européenne à mondiale. Ces investisseurs, c'était plutôt les 25 plus grosses familles françaises industrielles que vous connaissez, Bettencourt, Mérieux, Dassault, Bouygues, Peugeot, Arnaud, etc. Et il a été il a eu un parcours très successful puisque en 20 ans d'histoire, en 19 ans plutôt pour être exact, il a fait 3 millésimes, un de 600 millions et 2 de 1 milliard, sur lesquels il a respectivement retourné 22% de TRI. Tout à l'heure, TRI pour dire IRR, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure. Et 2,2 fois la mise nette sur chacun des millésimes qu'il a effectués. Au bout de 20 ans, pour faire simple, il avait fait 2 constats. Un, qui voulait être son propre chef d'entreprise, et 2, il s'est aperçu qu'il était client de plusieurs banques privées et qu'à chaque fois qu'il allait en banque privée et qu'il demandait du private equity, il n'y en avait pas. En tout cas, pas de cette qualité institutionnelle. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue. Il s'est dit, mais c'est pas possible de ne pas pouvoir donner accès à du vrai private equity à des clients privés, sauf si on s'appelle Arnaud ou des très, très grandes familles ou des fonds de pension. Et c'est comme ça que l'histoire est née, fin 2021. Aujourd'hui, on est en 2025. En 4 ans, on a levé, alors les chiffres là sont plus à jour, mais d'ailleurs, on a levé 1,5 milliard auprès de 9000 clients privés. On se développe sur 6 autres pays, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et maintenant Singapour. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu un acteur de référence, un des leaders, on est devenu le leader du private equity institutionnel à destination des clients privés. Voilà. Au niveau de notre proposition de valeur, je pense que je vais passer sur qu'est-ce que le private equity et même les segments du private equity, puisque Anne-Laure l'a très bien fait. Cependant, ce que je vais vous dire, c'est que nous, sur la partie fonds de fonds, sur notre offre Altaroc, comme je le répète, nous, on ne va pas investir en direct dans des sociétés, sauf pour 20% du portefeuille, mais sur les 80% de notre portefeuille, on va aller chercher les 5 à 6 meilleurs fonds mondiaux et on sera sur 2 segments qui sont le capital développement et le capital transmission. Donc, en anglais, le growth equity et le buyout. Donc, les gérants qu'on va sélectionner vont investir dans des sociétés rentables ou à l'équilibre. 2 tiers LBO, 1 tiers gross equity, grosso modo. Pourquoi ces 2 segments? Parce que c'est à la fois, ce sont les segments les plus rentables et les moins volatiles. Et oui, en règle générale, on a tendance à croire que, sur les marchés cotés plutôt, votre banquier a souvent l'habitude de vous dire si plus vous prenez de risques, plus vous avez un risque de performance élevé et un risque de perte, un risque de volatilité élevé. De manière générale, c'est le cas. En private equity, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les performances, sur les segments les moins risqués, donc à savoir le gros equity et buyout, c'est effectivement là où on a les meilleures performances. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, on vous a mis en vert foncé le private equity, gros et buyout en moyenne, et en jaune, le MSCI World, donc l'indice mondial des marchés cotés.
Et ce que vous pouvez voir, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, également les stats sur 30 ans ou même 40 ans, le private equity bat la bourse en moyenne de 6 à 8 points par an, dividendes réinvestis. Donc, c'est effectivement une excellente classe d'actifs. C'est la meilleure classe d'actifs sur le marché. Et en plus de ça, c'est une classe d'actifs qui est très peu volatile ou en tout cas qui est extrêmement résiliente. Et c'est ce que vous montre également ce graphique qui est pour moi très important à comprendre. En fait, ici, on vous a mis les performances annuelles du private equity, gros et buyout, donc sur les deux segments où nous sommes. Et constat numéro 1, bah, en fait, c'est que vous voyez que toutes les petites barres sont supérieures à 0. Donc, en moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent en 22 ans d'histoire. Et même, on avait les stats auparavant sur 30 ans, sur les US, effectivement, 30 ans et 40 ans, idem. En moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Et en moyenne, sur 21 ans d'histoire, le private equity n'a jamais fait moins que 8,4% de TRI en 2005. Et c'est effectivement le pire millésime. Voilà. C'est donc une classe d'actifs qui est très performante, qui est extrêmement résiliente, à condition d'avoir en tête qu'il y a un horizon d'investissement qui est long. L'horizon d'investissement en private equity est de 10 ans. En fait, il y a 2 phases en private equity. Je pense que vous l'avez compris grâce à Anne-Laure. Il y a une phase de levée de fonds qui va durer 5 ans. Un fonds va investir sur plusieurs sociétés de l'année 1 à l'année 5 et de l'année 4-5 à l'année 10. Ces fonds vont vendre ces sociétés sous forme de distribution. Et donc, au total, entre le premier prélèvement et la dernière distribution, s'étale 10 ans. Donc, c'est aussi pour ça que c'est la meilleure classe d'actifs et que c'est une classe d'actifs très résiliente. C'est du fait de son illiquidité. Voilà. Pour toutes ces raisons, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement plébiscitée par les institutionnels. Les institutionnels, ce sont, comme je vous le disais tout à l'heure, les fonds de pension, les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds de dotation également, qui investissent en moyenne 20-21% de leur patrimoine en private equity. Là, vous voyez, en jaune, compagnie d'assurance, c'est 8% parce que depuis BAL 2, BAL 3, on a mis il y a des contraintes réglementaires. Ils ne peuvent pas mettre plus de 10%, donc ils sont à 8%. Les fonds de pension également, ils sont à un maximum 25%, donc ils mettent 21-22%. Les fonds de dotation, ils n'ont aucune contrainte réglementaire ou alimentaire, donc bien évidemment, ils investissent majoritairement en private equity. Tout ce qui est aussi les Ivy League, Harvard, Princeton, Yale, etc., investissent énormément en private equity et elles mettent plutôt 52%. Et ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, les familles les plus fortunées de la planète, les familles les family office, investissent aujourd'hui 21% de leur patrimoine en private equity en France. Aux US, c'est plutôt 33%. Si je fais un petit peu de pédagogie, mais très rapidement, le private equity est né aux États-Unis à 60 ans du fait des fonds de pension. Ils n'ont pas une retraite par répartition comme en France, même si c'est beaucoup critiqué. On a quand même de la chance là-dessus, c'est que nous, on a une retraite par répartition. Et aux US, au départ, comment ils se sont dit, les fonds de pension se sont dit, comment on va financer la retraite des actifs? On va faire du private equity. Et c'est comme ça que c'est né aux États-Unis à 60 ans. C'est arrivé en Europe il y a 40 ans, donc 20 ans plus tard, et c'est arrivé en Asie il y a 10-15 ans. Donc le marché est vraiment beaucoup plus connaisseur et beaucoup plus performant aux États-Unis pour l'instant, parce qu'effectivement, ils ont 20 ans d'avance par rapport à l'Europe. Ce qui est vrai, c'est que tout à l'heure, j'ai pas mal insisté sur le mot moyenne. La moyenne du private equity, la moyenne des fonds. C'est très important d'avoir cette slide est pour moi l'une des plus importantes, si ce n'est, pour moi très, très importante, parce qu'en fait, il y a énormément d'écarts de performance entre les niveaux gérants de private equity. Le private equity est une classe d'actifs qui est très classifiée. Il y a, si vous voulez, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile et le quatrième quartile. Le premier quartile, ce sont les 25% des meilleurs fonds mondiaux. Le deuxième quartile, de 25 à 50. Le troisième quartile, de 50 à 75. Et le dernier quartile, ce sont les 25 pires élèves, j'ai envie de dire.
Et on va dire que là, vous voyez effectivement, ici, on vous a mis les TRI associés en fonction des quartiles. Le premier quartile bat la moyenne de l'industrie de 8 points par an. Il y a 8 points d'écart entre le premier quartile et le bas du deuxième quartile. Le premier quartile a fait au minimum 20,5% de TRI net par an, net de FIS, net de CARID, depuis 20 ans, quand la moyenne de l'industrie a fait 13,2. C'est très bien 13,2, mais c'est mieux 20,5, surtout en intérêt composé. On y reviendra par la suite. Donc, nous, l'avantage que nous avons, c'est qu'on va être que sur des fonds de premier quartile, donc qui sont basés à l'international, qui sont sursouscrits, où les tickets d'entrée sont effectivement très élevés et véritablement très compliqués à identifier, mais pas que. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un fonds peut être premier quartile une fois, mais ne pas l'être sur le millésime d'après. Et même, en fait, la statistique, c'est quoi? C'est que 25% des fonds de premier quartile restent premier quartile sur le millésime d'après. Donc, nous, on a beaucoup de critères financiers et extra-financiers. Donc, Claire parlera bien évidemment. Nos critères financiers, c'est effectivement d'être fonds premier quartile, d'aller choisir que des fonds de premier quartile et d'avoir au moins un objectif de performance réalisé de 15% de TRI net par an depuis 20 ans, d'avoir fait au moins 2 fois la mise nette par millésime historique depuis 20 ans. On veut des sociétés de gestion qui existent depuis au moins 20 ans, qui ont vécu et survécu à toutes les crises, crise de 91, 2001, 2008, 2011, 2018, 2020. On veut effectivement des fonds qui lèvent au moins 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le risque d'homme clé. Ça, c'est très important. Et on considère que lorsqu'un fonds lève au moins 1 milliard et qu'il a au moins 4-5 milliards sous gestion, il y a des équipes, effectivement. Pérennes, solides, qui a un processus de gouvernance structuré, qui a une succession des partenaires clés qui a bien été, qui est affirmée, qui est sécurisée, qui a au moins 50 collaborateurs, 5-6 managing partners. Bref, que tout ne repose pas sur une seule personne. Ça, c'est très, très important. On va bien évidemment regarder la volatilité de la performance historique. Ça, c'est bien évidemment très important. Et on va regarder l'alignement d'intérêts. Skin in the game, on dit souvent ça en private equity. Est-ce que les gérants investissent dans les sociétés qu'ils accompagnent à travers les fonds? Ça, c'est très important. Et nous, chez Altaroc, ça l'est encore plus puisque nos 2 managing partners, Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard, investissent chaque année 33 millions d'euros dans chacun des millésimes Altaroc. Pas pour que nos clients investissent 100 000, 200 000 ou peu importe, même si c'est très bien. C'est parce que eux, à titre personnel, ils sont convaincus de cette offre et c'est pour ça qu'ils investissent des montants conséquents, même pour Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Voilà. Et puis, en termes de critères extra-financiers, effectivement, on regarde, donc Olivia a parlé des équipes, hyper important. Il faut savoir que Maurice, Frédéric et Louis, notre Chief Investment Officer, quand ils font des due deals, ils interviewent vraiment systématiquement tous les partenaires. Enfin, voilà, c'est vraiment clé. Et on a un autre critère qui est effectivement tout ce qui est ESG, donc tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental, où moi, en tant que, parce qu'effectivement, je m'occupe de tout ce qui est reporting financier, mais je m'occupe aussi de tout ce qui est ESG. Et donc, on fait des due deals ESG spécifiques. Moi, je suis au comité consultatif d'investissement. Donc, en fait, quand on prépare les investment memo avec l'équipe d'investissement, l'ESG est vraiment un sujet clé. Je fais des calls en amont avec les head of ESG des gérants pour vraiment m'assurer qu'on est complètement dans nos critères en termes de gouvernance, en termes de respect des normes environnementales, respect des normes sociales, parce qu'on pense aussi que l'ESG, quelque part, est un garant de la pérennité aussi de l'investissement pour nos clients. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas du tout, au contraire. Au moins, c'est vivant. C'est pas qu'un monologue. Alors, et après ça, effectivement encore, on a encore d'autres critères, enfin plutôt une stratégie globale. C'est que au niveau de notre stratégie d'allocation, je vous l'ai dit, mais je vous le répète,
Altarock, c'est quoi? C'est un fonds de fonds pour 80% du fonds. On va aller chercher les 5, 6, 7 meilleurs gérants de fonds mondiaux de private equity et on vient de vous expliquer les critères financiers et extra-financiers qu'on avait pour aller les chercher. Et 20%, ça va être du co-investissement. On va investir en direct dans des sociétés aux côtés des gérants sans fees et sans carrides pour aller saisir les meilleurs deals, les meilleures opportunités. On va être que sur du gros et du buy-out, donc que des sociétés rentables et à l'équilibre, ce qui fait qu'effectivement, nous, on a un portefeuille de conviction. On ne va pas aller chercher les 100 meilleurs fonds mondiaux de private equity, puisque après, on serait moins sur des fonds de premier quartile et ce n'est pas du tout ce qu'on a envie. Cependant, on sera quand même sur au minimum 150 sociétés sous-jacentes par millésime, donc une très grande diversification et un moindre risque pour le client, pour vous. En termes de cibles sectorielles, on est affirmé, on va être sur 50% sur les logiciels, 20% en santé et 30% en marketplace, B2B, B2C, des secteurs qui, quel que soit le contexte macroéconomique, surperformera la croissance du PIB mondial, des secteurs qui sont en croissance séculaire très fort. Et on y reviendra effectivement avec Claire, je pense. Elle vous donnera des exemples de sociétés très intéressantes dans lesquelles les gérants ont investi et dans lesquelles, du coup, vous investirez aussi. Et en cible géographique, bien évidemment, on va être sur quelque chose de très mondial. 45% US, 45% Europe, 10% Asie et reste du monde. Et là, c'est effectivement notre force, c'est qu'on va être sur quelque chose de très international. Pourquoi ? Parce que les meilleurs fonds sont aux US. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai dit beaucoup de choses, effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a 5000 fonds de private, grosso modo, 4-5 000 fonds qui se lèvent, de fonds de private equity qui se lèvent chaque année. Quand je prends tous nos critères financiers, extra-financiers, stratégie, etc., il n'en reste plus beaucoup qui sont éligibles. Grosso modo, il en reste moins de 50 sur les 5000. Et nous, on va aller chercher les 5-6 meilleurs par année. Aujourd'hui, voici notre univers de sélection. Donc, on a déjà effectué des engagements. Donc, chez AG Capital, on a investi dans 2 fonds, Saturne 4 et Mercury 5. Donc, c'est le même gérant, mais qui va investir sur 2 tailles de sociétés différentes. Saturne 4, qui est le fonds large cap, donc ils vont investir sur des tailles de sociétés beaucoup plus importantes. Et Mercury, qui est sur des tailles de sociétés beaucoup plus petites. Enfin, beaucoup plus petites, je parle, c'est quand même des sociétés qu'on va acheter entre 50 millions et 300 millions. C'est pas des startups. C'est pas des startups. Voilà. Et vous pourrez y revenir, on a toutes les fact sheets, on a plein de vidéos là-dessus. Et je ne vais pas effectivement beaucoup parler des gérants, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. En tout cas, vous aurez toute la documentation sur celle-ci. Mais grosso modo, AG, c'est le leader européen du logiciel en Europe. Il est extrêmement verticalisé, spécialisé. Et si vous voulez, il se considère comme un éditeur de logiciels plutôt qu'un fonds de private equity avec un prisme avec un prisme d'éditeur de logiciels. Et voilà, il est très verticalisé dans le sens où il a distingué 11 sous-verticales dans le software légal, ressources humaines, P, compta, chef of investment, etc., pour être ultra performant. Et là aussi, on a une conviction et on le sait, on le voit depuis quelques années, c'est que plus on est verticalisé et spécialisé, meilleures sont les performances. Après, on a investi chez Insight, dans lequel on avait déjà investi sur le premier millésime. Là, c'est la référence du gros equity américaine. Voilà. Great Hills Partners, celui-ci, on n'avait pas encore investi dessus. C'est effectivement un fonds de fonds qui a été créé en 98, qui est extrêmement performant. Et eux, ils ont plusieurs spécificités. Ils vont être sur tous nos secteurs de prédilection. 85% aux États-Unis, 15% en Europe. Et ils vont avoir 3 choses. C'est qu'ils vont se focaliser vraiment sur les revenus récurrents, qui est notre
notre thème principal aussi. Hein, c'est ce qu'on aime bien évidemment dans les logiciels aussi, bien évidemment. Ils vont être également sur une stratégie de value, donc ils vont investir sur des sociétés qui vont acheter pas trop cher et sur de la croissance organique forte. En fait, ils veulent que la croissance des sociétés ne provienne pas forcément du levier, mais provienne de la croissance même des sociétés. Voilà. Et après, on a un univers, 3 autres fonds qui sont encore… alors, on va en choisir 1 ou 2 parmi ces 3-là. Et ça se fera au cours de l'année. Tout dépendra, en fait, ça va dépendre aussi de leur déploiement dans les sociétés, parce que nous, on a vocation à investir dans des fonds qui vont déployer assez rapidement. Et ça, c'est important. Donc, voilà, grosso modo, on a quand même un très large… On connaît déjà les 3/4 des fonds dans lesquels on va investir. Et il y a 1 ou 2 fonds sur ces 3-là dans lesquels on va investir aussi. Et là encore, vous avez toutes les fact-sheets. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Ce qui est important, peut-être, Olivia l'a dit pour Insight, mais c'est aussi vrai pour Hedgie et c'est vrai aussi pour finalement tous ces gérants, à part Great Hill, c'est qu'effectivement, on a déjà investi avec eux sur les millésimes d'avant. Vous verrez quand je vais présenter les sociétés, alors je n'ai pas forcément indiqué le gérant, mais voilà, en fait, on les connaît. Et alors, il y a des gens qui nous disent, mais pourquoi vous investissez avec les mêmes gérants? Mais finalement, au contraire, c'est un signe qu'on leur fait confiance et que voilà, ils ont déjà prouvé leur track record sur les fonds dans lesquels on a investi précédemment avec eux. Et voilà, et l'aventure continue. Mais ce qui n'empêche pas qu'à chaque fois, l'équipe de Louis, l'équipe d'investissement, refait des due diligence. C'est-à-dire que on ne dit pas, ah ben, on a investi dans le fonds 11 de Nordic, donc systématiquement, donc on a investi dans le fonds 11 pour le millésime Odyssée 2021, ah ben, on va réinvestir automatiquement dans leur fonds d'après, le 12. Non, on refait des due deals sur tous les aspects pour valider qu'ils sont bien encore dans notre scope. Premier quartile, qualité des équipes, thème d'investissement, etc., qualité du portefeuille. Voilà, donc je voulais ajouter ça parce que c'est extrêmement important qu'on nous pose souvent en fait. C'est vrai. Ouais. Et surtout, même si on choisit les mêmes gérants, ce ne sont jamais les mêmes sociétés sous-jacentes. Hein. Voilà. Donc on est très diversifié d'un millésime à un autre. Au niveau, pour être plutôt pragmatique, comment ça se passe chez Altaroc? Alors, ça va être assez simple. Si on prend un millésime, le montant minimum de souscription, c'est 100 000 euros. Ces 100 000 euros vont être appelés à date et quantum fixe à hauteur de 20% par an pendant 5 ans, par année glissante. Ou 10% si je pars en année civile, 10% en année 1, puis après 2 appels de fonds par an, 10% en avril et 10% en octobre de chaque année pendant 5 ans. À partir de la 4e année, vous allez commencer à percevoir des distributions. 10% en année 4, 10% en année 5, 40% en année 6 et 7, ce qui fait qu'en année 7, 10, 10, 40, 40, ça fait 100. En année 7, vous avez récupéré votre capital engagé. Et en année 8, 9, 10, ça ne sera que de la plus-value. 25, 25 et 20. Ici, on s'est basé sur un TRI à 13%. Donc, je répète, TRI, c'est le rendement annualisé net. Et qui correspond à un multiple net de fees, net de tout, de 1,7 fois la mise. En gros, je le répète, vous mettez 20 000 euros par an pendant 5 ans, vous récupérez 170 000 euros au bout des 10 ans. Et vous êtes flat dès l'année 7. Voilà. Si je reviens juste un petit peu en arrière, parce que ce dont je n'ai pas parlé, c'est quand même très, très important, c'est, vous voyez ici, les TRI que vous pouvez voir sont pour AG Capital de 30%, Insight 22%, Great Hills Partners 25%. En termes de multiples, pareil, on est sur 2,2 pour Inflection et New Mountain et 2,6 pour Nordic. Donc, si je fais une moyenne du portefeuille qu'on a sélectionné, en moyenne, ce fonds a fait 25% de TRI net par an depuis 20 ans et 2,5 en termes de multiples.
Mais nous, on se basera toujours sur un TRI cible à 13%, qui est la moyenne du private equity. Mais effectivement, alors, effectivement, on veut être prudent. Et aussi, on sait aussi que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que aussi, les 10 dernières années passées ont été fabuleuses, que ce soit sur les marchés cotés et sur les marchés non cotés. Et alors, du fait, parce que, bien évidemment, les taux étaient très, très bas, les valorisations ne faisaient qu'augmenter sans vraiment d'explication, effectivement, très… j'ai envie de dire, sans travail des équipes de gestion, en fait. Tout à fait. Voilà, quelque part, ils achetaient sur la base d'une valo, et puis automatiquement, en fait, comme les marchés étaient favorables, les multiples montaient, donc les valos progressaient. Et effectivement, donc ces 10 années qui ont été, voilà, même s'il y a eu l'année Covid, etc., mais c'est quand même des années qui ont été très performantes. Et donc, favorable. C'est pour cela aussi qu'on s'est dit, si les 10 dernières années ont été fabuleuses, ça ne veut pas dire que les prochaines vont être aussi fabuleuses. Ce dont on est sûr, c'est que, le private equity, de manière générale, va baisser en valeur absolue. 2, c'est que, par contre, le private equity surperformera toujours les marchés cotés de 6 à 8 points par an. Ça restera la meilleure classe d'actifs sur le marché, pour les mêmes raisons. Et on a une troisième certitude en interne, enfin, d'après Maurice Chignot, qui est assez connaisseur quand même, et toute l'équipe de gestion d'ailleurs, c'est que les fonds de premier quartile surperformeront encore plus la moyenne de l'industrie. Et on le voit d'ores et déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous entendez souvent la presse, mais on dit souvent que les fonds aujourd'hui n'arrivent pas souvent à lever l'intégralité. Ça peut être vrai pour certains fonds, ça ne l'est pas chez nous. Ça ne l'est pas pour les fonds qu'on sélectionne. Les fonds qu'on sélectionne, par exemple, un CVC dans lequel on a investi l'année dernière, il a terminé son fonds en moins de 6 mois. HG Capital a été sursouscrit en 6 mois, alors que c'est des tailles de fonds très importantes. Parce qu'effectivement, les investisseurs historiques reviennent parce qu'ils sont, parce que leurs performances sont exceptionnelles. C'est vraiment des très, très bonnes équipes. Tout à fait. Et donc, cela étant dit, nous, on restera quand même sur ce scénario qui est prudent et on restera sur un TRI à 13% et un multiple de 1,7. Si on a mieux, bien évidemment, vous aurez mieux et ça sera tant mieux pour vous et pour nous, et pour nous, bien évidemment. Mais en tout cas, on restera là-dessus et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que on fait partie aujourd'hui des leaders du private equity institutionnel à destination des clients privés, pardon. Et donc c'est vrai qu'on peut pas, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. On est agréé par l'AMF, donc c'est vrai que c'est assez important aussi là-dessus. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu tout ce que faisait Altaroc sur un millésime. Je vois que l'heure passe énormément. On a fait on a aussi autre chose dont Anne-Laure pourra vous parler, c'est ce qu'on appelle le re-up, le fait de s'engager, un programme qui permet aux investisseurs de pouvoir investir chaque année dans un millésime l'un après l'autre afin d'avoir un effet de roulement et un autofinancement dès l'année 7 et de se faire en fait le programme des institutionnels de manière industrielle grâce à Altaroc et grâce à ces appels de fonds à date et quantum fixe. Mais ça, pour en savoir plus, je vous invite effectivement à prendre rendez-vous avec Anne-Laure et moi-même si besoin, bien évidemment. Je vais laisser la parole à Claire. D'accord. Comme ça… Des questions déjà à ce niveau-là Sinon, Claire, allez-y. Alors, moi, en fait, ce que j'ai préparé, c'est un petit, on va dire, un petit focus sur quelques sociétés des millésimes qu'on a déjà levés. Alors, j'avais remis les chiffres clés des millésimes, mais c'est juste, je pense qu'il est intéressant de regarder, c'est peut-être le nombre de sociétés. Vous voyez que sur le millésime 2021, Olivia parlait de diversification. On a 392 sociétés. Alors, le millésime 21, il est
presque quasiment déployé, hein, puisque vous voyez qu'il a investi à 92%. Le millésime 2022 qui a investi à plus de 50%, là on a 42 sociétés en portefeuille. Alors, on a des gérants dans le 2021, typiquement Insight, qui vont investir eux beaucoup en minoritaire, donc ils vont investir dans beaucoup de sociétés. Sur le 2022, c'est pas le cas, on n'est que sur des gérants qui font du majoritaire, ce qui explique aussi qu'il y ait moins de sociétés, puis le fonds n'est pas encore totalement déployé. Le 2023, donc il est déployé déjà à plus de 30%. Et on a une trentaine de sociétés. Et puis le 2024, qui est en fait le millésime qu'on vient de clôturer, puisque nos millésimes, en fait, les périodes de souscription, peut-être je vais le dire parce que comme ça, vous aurez on ouvre le 1er avril et on termine le 31 mars. Donc là, effectivement, Olivia vous a présenté le 2025, qui est en cours de levée, hein, qu'on a commencé à commercialiser le 1er avril. Et donc, le 2024, c'est celui qu'on a clôturé le 31 mars. Lui, il a investi à près de 10% et on a pour l'instant 8 sociétés en portefeuille. Alors, j'ai fait un petit focus ensuite sur quelques sociétés. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'était… tu peux… Hop, on continue. Ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'était donner quelques sociétés qui sont un peu emblématiques de nos secteurs, hein. Donc, je parlerai des sessions peut-être après. Donc, mais vous voyez, sur le 2021, donc j'ai choisi une société qui s'appelle AMCS. Alors, pourquoi j'ai choisi cette société? Donc, c'est effectivement une société qu'on a en co-investissement avec Insight Partners, dont Olivia vous a parlé. Et en fait, AMCS, c'est une société qui est dans le logiciel. Donc, vous vous souvenez, Olivia vous a dit, on a à peu près 50% de nos portefeuilles, donc de chacun de nos fonds, qui sont dans les logiciels. Alors, on aime beaucoup les logiciels. Hein. Pourquoi? Effectivement, parce qu'en fait, c'est un secteur qui combine de la croissance structurelle. On est quand même sur alors, il faut imaginer des croissances qui sont d'à peu près 20% par an, sans tenir compte des acquisitions. Hein. Donc, c'est vraiment une croissance structurelle qui est significative et aussi beaucoup de résilience parce qu'en fait, les logiciels d'entreprise, effectivement, une entreprise, elle adopte un logiciel et elle l'adopte pour plusieurs années. Elle ne va pas se débarrasser du logiciel parce que, par exemple, il y a une crise économique. Non, pas du tout. Donc, il y a beaucoup de résilience. Et il y a aussi, donc aujourd'hui, on est beaucoup sur des logiciels en SaaS, donc sous forme d'abonnement. Donc, il y a aussi énormément de visibilité, en fait, sur les cash flows. Donc, c'est effectivement un secteur, un segment de marché qu'on aime beaucoup. Et AMCS, on aime encore plus parce que AMCS, en fait, c'est des logiciels pour en fait, l'économie circulaire. En fait, c'est des logiciels qui permettent aux entreprises de traiter tout ce qui est collecte, tri des matériaux, jusqu'à leur revalorisation. Hein. Donc, l'ensemble, en fait, des processus liés au recyclage. Donc, et pourquoi? En fait, tout simplement, pour en fait faciliter leur transition vers l'économie circulaire, les aider en fait à optimiser l'utilisation des ressources. Donc, effectivement, là, on est sur un segment de l'économie circulaire qui est en pleine croissance. Hein. On est sur des taux de croissance en moyenne de 12% par an sur les 5 dernières années. Et donc voilà, donc cette société, on va dire, elle est à la frontière du logiciel qu'on aime beaucoup, de l'ESG et effectivement avec un gérant qui a une très forte expertise. Insight Partners, ils investissent comme EDJ beaucoup dans les logiciels, même s'ils ont un peu d'autres secteurs également. Alors ensuite, donc je ne sais pas si vous connaissez Rock, mais probablement. Donc, vous voyez, on a vraiment un portefeuille hyper diversifié. Bon, Rock, on le classe dans la santé, c'est un peu à la frontière entre le consumer et la santé. Alors là, on est en fait sur une société qui finalement a quand même 60 ans, presque, puisqu'elle a été fondée en 1957 par un pharmacien français. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, Rock, c'était pendant un certain nombre d'années, c'était une division de Johnson & Johnson, et finalement, c'est une marque qui est très connue aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc le gérant qui accompagne Rock, c'est Bridgepoint. Donc ça, c'est dans notre fonds 2022.
on va dire, dans la thèse d'investissement de Bridgepoint, il y a aussi le fait finalement de dynamiser et de refaire connaître la marque en France finalement. Donc là, on est effectivement sur une niche très attractive, puisqu'en fait, tout ce qui est les produits anti-vieillissement. Rox, c'était une société très innovante puisque c'est elle qui a en fait développé les premiers produits, donc les crèmes solaires et puis surtout les premiers produits à base de rétinol. Et puis, en fait, c'est des produits qui sont perçus par les consommateurs, je pense que vous ne me direz pas le contraire, comme incontournables, les produits anti-vieillissement. Voilà, et c'est une société qui a effectivement un très beau track record en matière de croissance. Et elle a déjà, alors, je ne peux pas vous donner les multiples, mais elle a déjà été bien revalorisée. Depuis son entrée dans le portefeuille, c'est assez récent puisque Bridgepoint a acquis cette société il y a un an, en février, un peu plus d'un an, février 2024. Voilà. Alors, on va maintenant parler d'Adevinta. Alors, je pense que aucune d'entre vous ne connaît Adevinta, et pourtant, Adevinta, c'est un incontournable dans les places de marché digitales, puisque Adevinta, en fait, c'est la société qui détient notamment Le Bon Coin ou l'Argus en France. Et en fait, Adevinta, tout simplement, c'est un des leaders dans les places de marché digitales en Europe, puisqu'elle détient aussi l'équivalent du Bon Coin ou de l'Argus en Allemagne, par exemple. Et là, en fait, c'est une opération très intéressante. Donc là, on est avec un gérant qui s'appelle General Atlantic, qui est un des leaders mondiaux dans le growth. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une société qui était cotée en Norvège. Et en fait, le gérant a fait ce qu'on appelle dans le jargon du private equity un P2P, un public to private. Donc, en fait, il a privatisé. Anne-Laure vous disait aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ne veulent plus être cotées. Donc là, en fait, le gérant a acheté cette société en bourse avec une forte décote. Il faut savoir qu'il a acheté 50% moins cher que son plus haut cours historique. Et avec en fait une stratégie. Alors, c'est Anne-Laure qui disait ça et c'est très intéressant en fait, les gérants, quand ils investissent, ils ont déjà l'idée de qu'est-ce qu'ils vont faire de la société et comment ils vont faire l'exit, la sortie. Et là, en fait, la thèse de General Atlantic, c'est de dire que, en fait, l'addition du Bon Coin, de l'Argus, etc., vaut beaucoup moins que si vous le vendez individuellement. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est qu'ils vont vendre en fait par partie et donc extérioriser finalement une valorisation bien plus élevée. Voilà, donc je trouve que l'histoire est intéressante à suivre. Vous verrez dans la presse, il y a beaucoup d'articles sur des rumeurs de cession du Bon Coin, etc. Donc voilà, maintenant vous avez un peu la big picture. C'est intéressant. On a aussi beaucoup d'autres acteurs dans nos portefeuilles qui sont dans les places de marché digitales. Olivia en a parlé tout à l'heure. Et je vais finir, je ne veux pas vous prendre trop de temps parce que je vois que l'heure tourne. Alors là, j'ai choisi deux sociétés qui sont l'une dans les services et l'autre dans tout ce qui est data. Donc, services, alors vous a dit, on a beaucoup de services. Alors, ça peut être des services financiers, mais vous voyez, ça peut être aussi finalement des services d'infrastructure, puisque aujourd'hui, donc nous, on ne fait pas d'infrastructure, mais ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser nos gérants là-dedans, c'est que finalement, c'est tout ce qui est autour de la maintenance des infrastructures. Donc, tout ce qui est maintenance, réparation, par exemple, réparation des câbles de haute tension, remplacement des réseaux d'égout, des poses de câbles en fibre, tout ce qui est entretien de l'éclairage public, etc. Et en fait, pourquoi on aime ça, en fait, c'est que là-dedans, il y a beaucoup tout simplement de récurrence. Là aussi, de visibilité, c'est des services critiques indispensables. On ne peut pas se passer d'un réseau d'égout, on ne peut pas se passer de l'éclairage électrique.
Et là, on est donc sur une société donc, qui est détenue via CVC9, qui est donc dans notre fonds 2023. Donc M Group Services, qui est une société britannique, qui est le numéro 1 en Grande-Bretagne. Je ne vais pas vous faire toute la thèse d'investissement, mais je trouve ça intéressant finalement de se dire, c'est peut-être un peu moins sexy que rock, mais c'est intéressant de se dire que voilà, on va aller chercher aussi de la récurrence, de la criticité, de la visibilité sur les revenus futurs. Et ça, je pense que c'est très important pour nos clients aussi d'avoir cette visibilité-là. Et le prochain d'ailleurs webinaire que nous allons faire au sein d'Evest, ça sera sur argent et liberté, ce que personne ne nous a appris, avec une journaliste du magazine Elle. Voilà, qui sera beaucoup plus dédié à son rapport à l'argent et au féminin. C'est totalement différent du private equity, mais voilà, c'est aussi comme ça que nous, chez Evest, on essaye de… Comment ? C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Au contraire, c'est justement pour comprendre. Le private equity, je pense que c'est un investissement qui résonne beaucoup au féminin parce que ça apporte beaucoup de concret. Et ça fait sens à comment on va participer à la vie de l'entreprise et l'économie. Que effectivement, dans l'investissement responsable également, c'est comment le private equity va permettre à certaines entreprises de développer certaines applications d'investissement durable. D'ailleurs, l'investissement à impact est né d'abord dans le private equity. Bah oui. Donc, c'est pour nous… on y croit fort au private equity, c'est pour ça qu'on vous en parle, et en toute indépendance. Et voilà. Et puis, on sera bien sûr à votre disposition pour répondre à toute question concernant les stratégies d'Altarock et vous présenter plus en détail le millésime Odyssée 2025. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes tous avec Evest pour répondre à toutes vos questions. Et vous aurez effectivement, en plus de cela, si vous le souhaitez, la présentation, le book des fact sheets et même les reportings, si vous le souhaitez, de Claire, qui sont fabuleux, ainsi que nos newsletters et nos hors-séries. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.